Bienvenue et bonne écoute de Naturologie, le podcast qui aborde la naturopathie sous un angle multidisciplinaire. Au cours des épisodes, nous évoquons comment cette médecine traditionnelle est complémentaire d'autres disciplines, tant du point de vue de la prévention que du soin. Je suis Céline Segui, naturopathe et docteur en pharmacie, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Xavier Audebert. Xavier est naturopathe et je l'ai découvert via les réseaux sociaux, où il partage une vision de la naturopathie profondément ancrée dans l'hygiénisme et dans le lien entre le corps et l'esprit. Un échange riche et stimulant qui nous invite à reconsidérer notre façon de prendre soin de nous dans sa globalité. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Audebert, naturopathe, réflexologue, formateur, conférencier, pour parler de l'approche globale de la santé, du rôle du terrain et de la manière dont la naturopathie peut accompagner chacun au quotidien. Avant de commencer, vous l'aurez remarqué, j'ai attrapé un beau rhume, donc désolée pour ma voix un peu voilée, mais quelque part, c'est aussi ça la naturopathie. On accompagne les autres vers le mieux-être et on traverse parfois soi-même des petits aléas du corps. Donc, je reste humaine. Je respire et j'espère que l'écoute sera pas trop, difficile pour vous. On s'adapte et on y va quand même. Donc pour commencer, Xavier, peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené vers la naturopathie? Eh bien, tout d'abord, bonjour. Bonjour Céline. Merci pour, cette invitation et bonjour à toutes celles qui nous écoutent, qui nous écouteront, à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront. Alors ce qui m'a, mené à la naturopathie, j'ai mis, finalement pas mal de temps à le comprendre. Ça reste même encore un peu flou, aujourd'hui. Hem, il y a, Quand j'étais très, très jeune, je me revois maintenant, regarder des reportages Arte sur, des guérisseurs, des guérisseuses et je trouvais ça assez passionnant de trouver dans la nature des moyens de soigner une plaie, d'accompagner des petits bobos du quotidien et donc j'ai l'impression qu'en fait, j'ai ça depuis très, très, très longtemps, et puis, finalement, un peu dans cette, recherche, étant adolescent, ce qu'on va faire un petit peu après, un peu perdu un peu dans toute la le parcours éducatif classique. Finalement, je tombe sur une brochure de, d'un homme qui est en forêt avec des jumelles et je dis à mon père à l'époque, «C'est ce que j'ai envie de faire», et donc je fais des études dans le commerce des produits bois et donc j'ai été commercial pendant une dizaine d'années, dans le secteur des produits bois, dans la vente des produits bois, pour, voilà, finalement, perdre un petit peu le sens de ce pourquoi j'avais choisi ce cursus-là. Finalement, ce que je voulais, c'est être au contact de la nature et voilà, j'ai eu un un drame personnel au bout de ces 10 années je l'ai compris un petit peu plus tard. Il y a des choses qui ont changé consciemment et inconsciemment et j'ai voulu faire un petit peu, mettre un peu plus de sens dans ma vie et ma femme m'a dit: «Mais tout simplement, tape, sur internet ce que tu aimes faire et peut-être que tu vas trouver une formation, sur, voilà, des choses qui te passionnent au quotidien». Donc je tape, courses, activité physique, nutrition et je tombe sur un module, qui s'appelait à l'époque technique d'élimination et je me retrouve en fait dans l'école de naturopathie ISUPNAT, qui est une grande école de naturopathie, dans ce module-là, qui était accessible au grand public. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment le point de départ. C'est comme ça que j'ai mis un mot sur ce que je mettais en place depuis pas mal d'années, donc notamment le sport, m'intéresser un peu plus à la nutrition. Et donc là, je suis comme un fou, je rentre de ce module, j'en parle à ma famille. «Ah, vous savez que les formes du visage peuvent être en lien avec des choses de la santé, que la transpiration quand même», enfin, ça a été vraiment le début de la passion. Puis surtout, je me suis retrouvé avec des gens, c'était une promo de 70, j'avais l'impression qu'on se connaissait, qu'on parlait le même langage, alors que c'était la première fois que je les rencontrais. Donc le point de départ et tout le cheminement, ça a été ça. Merci et je trouve que même si on a tous en tant que naturaux, des parcours de vie différents, mais à chaque fois que je parle avec, des naturaux, il y a quand même, ces tendances, communes. C'est, un attrait dès le plus jeune âge pour, la nature et pour, les propriétés, guérisseuses de cette nature. À un moment donné, il y a un événement qui fait qu'on se pose plein de questions, on questionne ses valeurs, on questionne son quotidien et aussi le rôle finalement
de nos proches dans ce choix. Donc, ouais, c'est super intéressant. Bah, Merci. ça a été vraiment ça, ouais. Une remise à zéro et puis ouais, l'entourage proche, ouais, qui te dit: «Mais en fait, ce que tu fais au quotidien, il y a peut-être, voilà, des choses à en tirer, quoi». Tout à fait. Et pour toi, en fait, finalement, qu'est-ce qui différencie la naturopathie, pardon, d'une approche plus conventionnelle? Alors, je dirais que l'approche conventionnelle classique, aujourd'hui, principalement, ce qui manque aujourd'hui, c'est le temps d'écoute. Et rien que ça, en fait, l'opportunité qu'un ou une naturopathe, offre à quelqu'un pendant 1 heure et demie, pour la première séance, un temps d'écoute aussi long. Déjà, rien que ça permet de différencier quand même, beaucoup de beaucoup de choses. Et puis, même si, je trouve que ces dernières années, il y a une tendance de la naturopathie à, à évoluer vers la connaissance des pathologies, la connaissance des symptômes et à accompagner aussi les pathologies. La naturopathie, dans son ADN, elle est normalement un outil pour faire de la santé et elle ne se place pas normalement, hein, de ses racines, hein, d'Hippocrate, à toutes les médecines traditionnelles, c'est comment éviter de tomber malade. Et ça, c'est vraiment l'ADN du métier. Du coup, normalement, quand on part de ce prisme-là, ça change totalement la donne. On a une médecine conventionnelle qui guérit, qui accompagne la pathologie, et on a une médecine traditionnelle, non conventionnelle, qui évite de tomber malade. Donc pour moi, c'est vraiment la plus grande différence, elle est là. Même si encore aujourd'hui, le métier de naturopathe change, les connaissances aussi en neurosciences, en micronutrition changent, ce qui permet d'apporter de manière intégrée ou complémentaire à la médecine conventionnelle des solutions naturelles. Néanmoins, l'ADN propre du métier, c'est un peu différent quand même. On est d'accord, effectivement, on est plus des professionnels de la santé que des professionnels de la maladie, finalement. Mais est-ce que Mm. tu crois que finalement que cette évolution, elle vient pas d'un besoin de crédibilité, de l'image du naturopathe, de mieux connaître les pathologies, de mieux connaître, les traitements, de mieux connaître, les bilans sanguins et plutôt que de, j'allais dire, se limiter, au terrain et se limiter à maintenir les personnes en bonne santé? Je pense que ça part d'une bonne volonté. Ça, c'est sûr. Une volonté de s'intégrer aussi dans le paysage, voilà, de la médecine conventionnelle, euh, et de vraiment la compléter. Euh, le problème que je pose, c'est que il faut un peu des deux, en fait. Il faut un peu des deux, et des fois, il y a des tendances qui se sont créées pour ces questions de crédibilité et tout ce que tu viens d'évoquer. Mais pour autant, il ne faut pas oublier aussi l'ADN du métier parce que on pourrait vite s'occuper uniquement de la pathologie, uniquement, et réduire les gens à leurs symptômes. Alors que c'est beaucoup plus profond que ça, l'être humain est beaucoup plus complexe que ça. Et un des piliers, c'est l'holisme, hein, c'est-à-dire la prise en compte de manière globale de l'individu. Et ça, pour moi, c'est ultra complémentaire à l'accompagnement spécifique d'une pathologie. Donc, c'est une bonne chose que ça évolue comme ça. Mais attention à ne pas couper non plus avec les racines du métier. Sinon, c'est autre chose. Et peut-être que le mot naturopathie devrait changer si on est uniquement intégré dans des centres intégratifs où on complémente la santé. Mais si on en oublie les racines, ça voudrait dire que c'est pratiquement autre chose. OK, intéressant. Et donc tu as cette casquette de naturopathe qui exerce en consultation, mais tu as aussi la casquette de formateur. Mm. Hem, Quels sont tes axes d'enseignement? Et ben en fait, mes axes d'enseignement, c'est surtout, je pense que vous l'aurez compris, les racines de la naturo, l'hygiénisme, les fondamentaux, d'où viennent ces médecines traditionnelles, euh, et vraiment voilà, faire un rappel aux étudiants, aux étudiantes de tous ces fondamentaux-là. En fait, moi, quand je suis sorti de formation, j'ai fait l'école Euronature, donc il y a quelques années. Et j'ai vraiment pris vraiment un coup de bâton sur la tête quand j'ai, après ma formation, eu la possibilité de voir les livrets de Pierre-Valentin Marchesso, qui est le fondateur de la pratique.
Et quand j'ai lu ces livrets, je me suis dit, mais mince, en fait, dans les cursus, on ne nous en parle pas assez d'où ça vient, des cures traditionnelles, vraiment de tout, comment s'est inspiré Pierre-Valentin Marchessault des autres médecines traditionnelles pour en faire la naturopathie occidentale, notamment l'hygiénisme, notamment la médecine ayurvédique, traditionnelle chinoise. Tout ça fait partie aussi de la naturopathie. Et donc, c'est devenu une passion. C'est devenu une passion de lire les auteurs, de lire les personnes, les fondateurs, les fondatrices de la pratique. Et donc, par cette passion, j'ai communiqué un peu sur les réseaux. J'ai monté en compétence dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que plusieurs écoles après m'ont contacté pour que je propose des modules de formation sur l'hygiénisme et les fondamentaux de la naturopathie. Donc, j'ai cette casquette d'accompagnement à ce niveau-là. Et parce que j'ai un parcours de commercial terrain, euh, j'ai aussi aidé lors d'un module qui s'appelait accompagnement au projet professionnel des naturopathes en formation à créer leur business plan et à vivre de leur passion. Voilà, les deux grands axes dans la formation. Donc c'est un bon point que ce que tu viens d'aborder. Il y a quand même une certaine manque d'uniformité des formations en fonction des écoles de naturopathie. On n'a pas forcément tous accès effectivement aux fondamentaux, aux enseignements, d'un Pierre-Valentin, Marchessault, ce genre de choses, mais aussi tout ce qui va être installation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été super bien formée dans ce domaine-là, mais finalement, beaucoup de naturaux, une fois diplômés, se retrouvent un petit peu démunis. Ok, j'ai mon diplôme, ok, j'ai la théorie sur, je fais mon bilan, je fais tout ça, mais finalement, concrètement, comment je développe mon business? Et c'est Mm. vraiment quelque chose, je pense, à prendre en compte dans le choix de son école. Ouais, totalement d'accord, totalement d'accord. Et puis, il y a un travail de fond aussi qui est dur à faire quand on est dans le cadre de sa formation, c'est d'incarner son entreprise, mais ce qui Mm. veut dire aussi incarner sa propre naturopathie et d'y mettre sa fibre. Il y a 10 techniques, il y a des appétences pour des techniques plutôt l'une que l'autre, et tout ça, en fait, ça met du temps à maturer. Donc, plus on va l'évoquer rapidement dans la formation, sur ces questions à se poser, sur quel est le message que je veux faire passer, pourquoi je vais m'adresser à telle ou telle personne, quelle est mon histoire, comment je peux intégrer mon histoire aussi dans ce business. Euh, Ça, c'est des sujets qu'on évoque et je pense qu'ils sont plus vite ils sont abordés, bah, en fait, plus rapide et après la maturité post-certification. Tout à fait, puisque je pense que beaucoup, on l'a vu au début quand tu disais, comment tu en es arrivé, finalement à la naturopathie. Il y a cette appétence pour la nature, cette volonté de contribuer, au bien commun, au bien-être, commun. Mais beaucoup n'ont pas forcément cette casquette, j'allais dire commerciale, de business development, si on utilise des mots, des grandes entreprises. Ça peut être un peu tabou comme mot, mais finalement on est dans un secteur où, oui, il faut bien arriver, à se développer et ne pas avoir peur de ça. Mm. Et puis, il y a même une sorte, je le dis souvent, mais comme une précarité acceptée dans le milieu du bien-être. C'est que quand je pose la question aux étudiants ou même aux gens que j'accompagne dans le cadre de la supervision post-certification, et ben en fait, quand je leur demande d'estimer une valeur prix par rapport à une prestation de service, souvent, bah, les prix qui sont évoqués ne reflètent pas la qualité de travail qui est fournie. Donc, Mmh. s'il y a déjà, c'est comme si on s'auto-sabotait dès le démarrage, on a peur de gagner de l'argent dans le milieu du bien-être. Et je pense que ça touche une grande majorité quand même. Ouais. L'argent égale sale, donc voilà, ça va pas forcément avec la dynamique du bien-être. Donc, en tout cas, c'est ce que je ressens. Euh, et puis, ce qui est sûr, c'est que en tant que naturopathe, c'est vrai qu'on veut aussi ralentir dans cette société un peu capitaliste qui va très vite. Donc, ça touche aussi à ça. Ça voudrait dire que faire de l'argent, c'est être très lié à ce modèle capitaliste et quelque part, ça va pas avec avec les racines de la nature. Donc, encore une fois, sujet complexe, mais il y a des justes Ouais, milieux, il y a des nuances à avoir. super complexe et même je dirais avec, toi, moi, mon expérience, pharmaceutique, quand j'étais en officine, la perception que j'avais moi des patients, c'est que la santé, c'est gratuit, surtout en France.
et qui effectivement, bah, maintenant en tant que naturopathe où, ben oui, une consultation, elle a un certain prix, c'est plus cher que, celle d'un médecin généraliste, par exemple, même si encore une fois, on fait pas du tout la même chose. Certaines mutuelles vont rembourser un petit peu, pas beaucoup, un peu plus, certaines pas du tout. Et ça, je pense que quand on commence, en tout cas en tant que naturopathe, en tout cas moi, c'est des questions que je me suis posées. Bah, c'est difficile de se positionner par rapport à ça justement, et les interrogations des consultants qui viennent nous voir. Pourquoi d'un côté, ben, c'est remboursé et pourquoi c'est pas remboursé chez vous finalement? Alors que le but, c'est, que je sois en bonne santé. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Ouais, non, 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 c'est bon, ça fait partie. C'est des modules qui sont longs, hein, qui commencent tôt dans les formations, parce que ça prend du temps à oui, déconstruire comme schéma de pensée. tout à fait. On va passer maintenant, à la vision globale de la santé qui nous anime, hein, comment tu présentes, le concept de terrain en naturopathie, que ce soit en consultation ou justement avec tes étudiants? Le terrain, pour moi, ça peut être défini comme, je le rapprocherais quand même du pilier, de l'holisme en naturopathie. Pour moi, le terrain, c'est, une dimension psycho-organique de l'être humain, c'est-à-dire la qualité de l'ensemble de ses liquides extracellulaires, la lymphe, son sang, mais aussi la qualité de ses pensées, la qualité de son bien-être, la qualité de son mental. Donc pour moi, je le définis comme une approche psycho-organique de l'être humain, qui va mêler à la fois le corps et l'esprit. Donc je le Ouais, définis comme ça dans les cursus. intéressant. Effectivement, tu as commencé à en parler tout à l'heure, on a différents piliers en naturopathie. Tu as dit aussi tu as commencé à parler de l'hygiénisme, mais peut-être là que tu vas pouvoir, développer. Lequel de ces piliers va prendre le plus de place dans tes accompagnements et pourquoi? Bah, je raisonne un peu, pour te donner une image, comme une pyramide en fait, où l'hygiénisme, et après je t'expliquerai un peu ce que c'est un peu plus en détail. L'hygiénisme pour moi correspondrait à la base de la pyramide, donc aux bases de la santé. Tout ce qui va toucher au changement, dans nos habitudes de vie, à notre, responsabilité profonde aussi entre le choix de l'ombre et de la lumière, sur certains choix de vie aussi. Toute cette base-là, en fait, pour moi, je la rapproche très fortement de l'hygiénisme, et ça voudrait dire déjà que, on va dire les bases, que ce soit le sommeil, l'alimentation, l'élimination, le contact avec la nature, correspondraient aux basiques de la santé, que je rapproche de l'hygiénisme. Et ensuite, plus on monte dans la pyramide, plus on se retrouve dans les accompagnements spécifiques où, là, on peut accompagner naturellement une pathologie. On va pouvoir peut-être prendre un petit peu d'huile essentielle, un petit peu de tisane, de décoction ou de compléments alimentaires. Donc l'hygiénisme, pour moi, c'est la base de la santé. Et puis vient se rajouter ensuite d'autres briques à cette pyramide, avec voilà, des artifices qui définissent du coup la naturopathie. Parce que l'hygiénisme, c'est la racine, les racines de la naturopathie. Et la naturopathie, pourquoi la naturopathie? C'est parce qu'elle intègre des artifices que l'hygiénisme n'intégrait pas. C'est-à-dire, les huiles essentielles, les plantes en tisane en décoction, les compléments alimentaires et tout ce qui va être peut-être lié à certaines machines, comme le sauna, le hammam. Ça, c'était des choses qui sont propres quand même à la naturopathie, pas à l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'était vraiment très, très, très simple, hein. C'était soleil, aliments bruts et élimination des toxines. Quelque part, ça pourrait se résumer à ça. Ouais et moi j'ai souvent, l'habitude de dire, en consultation que, beh, c'est pareil, moi c'est mon axe de travail, favori et plus particulièrement dans l'hygiénisme, l'hygiène alimentaire. Mais j'ai envie de dire que c'est, à chaque fois que c'est, mon outil de travail préféré avec eux, parce que c'est ce qui permet justement de un changement, enfin un bien-être durable dans le temps. Mmh. Les autres, ça va être un peu plus ponctuel, c'est, peut-être un peu plus immédiat, mais ça on va pas inscrire de changement dans le temps en fait finalement. Alors que l'hygiène de vie, oui. Bien sûr. Si on prend l'exemple de l'alimentation, du point de vue hygiéniste, c'est d'avoir des aliments le moins transformés possible, le plus brut possible.
qui soit adapté avec votre physiologie digestive. C'est-à-dire que quelqu'un va pouvoir digérer plus de protéines que d'autres, plus de fibres qu'un autre. Donc, c'est déjà de trouver quelque chose qui puisse s'inscrire dans la durée et qui puisse être bien digéré et vous apporter de l'énergie. Ça, c'est la structure de base. Donc, c'est du travail hygiéniste quelque part. Parce que là, à ce moment-là, on a juste des réglages alimentaires en quantité, en qualité. Si je prends l'exemple du microbiote où, en fait, on va pouvoir intégrer ponctuellement des probiotiques ou des prébiotiques pour nourrir les intestins, ça va être une approche, donc du coup, naturopathique parce que ça va être ponctuel et ça vient s'inscrire sur une base alimentaire. Mais quand on comprend la physiologie et même le fonctionnement des probiotiques, on se rend bien compte que ces probiotiques, ils vont être une aide ponctuelle, très courte dans le temps finalement, parce qu'on a quelque part un génotype particulier en fonction de nos bactéries intestinales, mais que derrière, en fait, le rééquilibrage de la flore intestinale va se faire par cette hygiène alimentaire, et non pas par les probiotiques qui vont être uniquement un coup de pouce momentané, quoi. Je ne Tout à sais pas fait. si Donc je en réponds un peu aux effet, questions. Moi, quand on parle un peu entre passionnés, je peux partir un peu à droite à gauche. pas mieux. Donc c'est pour ça que souvent les épisodes durent un petit peu longtemps, mais c'est ça qui est passionnant aussi. Donc, Hem, pour répondre à ta ouais. première question, vu que ça touche à la base de la santé, mais l'hygiénisme, moi, prend une part importante. C'est qu'on va parler d'élimination des toxines, on va parler de transpiration, de transit, on va parler d'hygiène alimentaire, on va parler aussi d'hygiène mentale, c'est-à-dire parce que sous-jacent à tous ces petits bobos du quotidien, des fois, je me rends compte qu'il y a des crises existentielles. Donc, on travaille aussi sur ce fond mental obligatoire. Parce que sur ce fond mental correct, c'est là que toutes les fonctions un peu autonomes vont bien se faire aussi. Donc, encore une fois, on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Et dans l'hygiénisme, ça a toujours été très, très lié. Et donc, c'est un peu une. Les gens viennent des fois en consultation et attendent de moi des compléments alimentaires, des plantes. Mais des fois, voilà, je viens déconstruire un petit peu cette idée-là et on fait ce travail de fond quand même, principalement. Moi, c'est systématique effectivement, moi je leur dis: «On travaille ensemble». En fait, les compléments alimentaires, ça va être une béquille temporaire, mais encore une fois, on travaille, sur l'hygiène et je te rejoins aussi sur, le côté, moi j'ai toujours en tête cette pyramide, on parle encore de pyramide, hein, mais où on va avoir le corps, l'esprit, les émotions, en fait, et si on s'attarde que sur un seul, de ces aspects, et ben, finalement, on ne peut pas trouver un bien-être durable, encore une fois. C'est quelque chose aussi que j'ai pas mal approfondi avec la psychonutrition. Si, on ne passe pas par la conscience corporelle, par exemple, eh ben, on aura beau faire, le travail sur, les émotions, travailler sur les pensées parasites et tout, et ben, on va jamais complètement, finalement, se pacifier avec l'alimentation, et finalement, c'est pareil avec la naturopathie. Hem, on a, mettons une acidification, du terrain, et ben, si on travaille que sur l'alimentation, on passe à côté de quelque chose. Si on ne travaille pas sur le stress, si on ne travaille pas sur, le mode de vie et tout ça, c'est, Mm. assez, limité finalement. Et d'ailleurs, bon, j'utilise moins maintenant parce que je trouve qu'elles peuvent être inadaptées, mais les premières cures traditionnelles de Pierre-Valentin Marchesso, dans les accompagnements naturopathiques, peu importe que ça soit la cure de désintoxication, de revitalisation, peu importe comment on l'appelle, il y a toujours eu cet aspect de travailler le corps physique par l'intermédiaire de drainage, de musculation, etc. Mais aussi un accompagnement qu'ils appelaient à l'époque la libération du diencéphale. Ça veut surtout dire court-circuiter le système nerveux un peu trop pensant, le mental trop présent, par de l'auto-hypnose, de l'autosuggestion, des psychothérapies. Euh, donc c'était toujours lié, parce que quand, encore une fois, les pensées sont claires, quand le mental est reposé, eh ben, les systèmes nerveux autonomes vont mieux fonctionner. Tout à fait. C'était. Moi, par exemple, là, on est en plein, on va rentrer dans la phase des cures, entre guillemets «détox» de printemps. Hmm. Moi, les cures de drainage systématiquement, j'évoque aussi la détox émotionnelle finalement. Se recentrer sur le positif, essayer de limiter les informations anxiogènes, ce genre de choses. Parce que là encore, finalement, ça va impacter notre bien-être physique. Ouais, 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 c'est sûr. Tout ce qui va être visualisation positive Mmh.
manifestation, ça prend de plus en plus de place, moi, dans mes accompagnements. Ouais. Et je trouve que c'est des outils assez puissants. On comprend maintenant déjà que tu es passionné par les origines de la naturopathie. Selon toi, comment celles-ci font écho à une pratique actuelle, pour ne pas dire moderne? Hem, alors, déjà, je ressens aussi de plus en plus, je ne sais pas si tu le ressens sur le cabinet, mais il y a des gens qui reviennent un peu sur, cette tendance qui est montée en puissance ces dernières années sur la complémentation, les probiotiques, où en fait, ils me disent: «Bon, ça a marché, ça marche pas trop», comme s'ils s'étaient occupés uniquement du haut de cette pyramide et qu'ils se rendent compte que finalement, en changeant pas, la base de cette pyramide, en fait, ça ne fonctionne pas. Donc déjà, j'ai l'impression qu'il y a des clients et des clientes, consultants, consultantes, qui veulent aller quand même, chercher quelque chose d'un petit peu plus profond. Donc, rien que ça, par le retour, terrain, il y a une demande. Ensuite, j'ai la chance, moi, d'être, assez proche des dernières, publications scientifiques, sur la santé parce que dans une des écoles, j'accompagne une épreuve qui s'appelle le travail de recherche et en fait, un étudiant va chercher une problématique et va regarder sur PubMed, hein, qui est la référence pour les articles et les revues scientifiques, comment naturellement cette problématique elle a été étudiée. Et très souvent, en conclusion de ces travaux de recherche, il y a la dimension holistique qui est aussi évoquée dans les articles et dans les revues scientifiques. La surcharge pondérale, on sait que telle plante fonctionne dans la surcharge pondérale, mais par contre, la limite des études et des articles qui ont été faits, c'est que, eh ben, on ne peut pas la dissocier d'une activité physique régulière, d'un accompagnement psychothérapeutique, etc., etc. Donc en fait, tous ces travaux de recherche me font valide un petit peu ce que je pensais, où la dimension holistique, elle est déjà primordiale. Ensuite, bah, si tu veux, tu as eu un travail qui a été fait depuis maintenant bien 10 années, qui a été fait par la Fédération internationale, la WNF, World Naturopathic Foundation, et ce comité de recherche a étudié les techniques naturopathiques et hygiénistes à travers tous les pays, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc on a quand même une base de données hyper intéressante de ce que savaient les anciens et les anciennes et ce qui est confirmé aujourd'hui. Donc il y a des confirmations scientifiques sur plein de techniques qui ont été faites. Il y a un livre blanc qui est sorti il y a quelques années, qui est disponible gratuitement sur le site de la WNF et qui reprend justement ce comité de recherche, les axes de recherche qui ont été faits. Bon, ce qui est encourageant parce que c'était effectivement de l'empirisme, bien sûr. Bien sûr que ça fait du bien Oui, d'être validé scientifiquement. Par tout contre, à fait. par contre, quand on considère qu'une approche, elle se fait sur la quête de sens, sur la spiritualité, sur l'énergie, sur le contact avec la nature, sur l'activité physique, l'alimentation, les organes qui détoxifient l'organisme, je me dis quand même que ça ne peut pas être étudié. On ne va pas pouvoir tout étudier non plus, et c'est comme ça. Et ce qui veut dire qu'il va y avoir forcément des zones d'ombre, des liens où il va falloir à chaque fois faire le lien entre l'empirisme de nos pratiques et la science, et accepter aussi voilà, qu'il y a des limites et qu'on ne va pas pouvoir euh, tout étudier scientifiquement. Est-ce que ça répond Oui. un peu à ta Ouais, tout question? à fait et là encore, c'est, la double casquette qui parle, mais la façon d'étudier toutes les techniques, donc effectivement, de plus en plus de nos techniques sont validées, finalement par la science. Maintenant, moi, ma perspective et c'est que mon état d'esprit, hein, mais probablement certaines techniques ne seront pas étudiées puisqu'elles ramènent pas d'argent. Je sais Oui. pas si tu as un avis là-dessus? Ah ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas valides, en fait. C'est juste que, bah, oui, elles sont pas étudiées parce que, il y aura pas forcément moyen de, faire des brevets, de commercialiser tout ça. Mm. Mais alors, je suis formateur en réflexologie plantaire, je me suis beaucoup penché sur la question de donc la réflexologie plantaire.
je peux même dire technique annexe à la naturopathie, parce qu'à un moment donné, elle vient dans un contexte où on peut aider un peu la réanimation du système nerveux périphérique, on peut agir à distance. Moi, je sais qu'il y a déjà eu un podcast sur ce sujet. Je ne vais rien apprendre d'autres aux auditeurs, aux auditrices, mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis renseigné sur les mécanismes de fonctionnement de la réflexologie plantaire, mais en fait, ça, on ne peut pas l'étudier scientifiquement, parce que un réflexologue ou une réflexologue, il va exercer des pressions d'un pied à l'autre qui vont être totalement différentes. Par rapport aux objectifs d'une personne, il va adapter un protocole particulier. Donc, encore une fois, ça montre bien que tout ne peut pas être étudié. Et là, en l'occurrence, dans le cas de la réflexologie plantaire, c'est une technique manuelle. Donc, il n'y a pas de substance chimique ou naturelle qui peut amener derrière des finances ou autre, quoi. C'est pareil pour l'hydrologie, hein. L'hydrologie, c'est pareil. C'est un outil c'est que de l'eau, hein, qu'on applique en externe ou en interne, chaud, froid, tiède. Ça, effectivement, derrière, il y a pas d'intérêt, je pense, économique à étudier. Pour autant, quand on regarde la quantité de personnes qui sont passées par l'expérimentation de médecins hygiénistes ou de naturopathes, c'est quand même, voilà, on tombe par terre, hein, quand on regarde les ouvrages, hein. Ah bah, oui, tu prends ne serait-ce pour nos auditeurs, par exemple, les gens dans le cas des migraines, par exemple, plutôt qu'effectivement prendre des molécules ou même des plantes, hein, juste, mettre les pieds, dans de l'eau un peu chaude et mettre une compresse froide sur les tempes ou sur la nuque, bah, ta migraine, elle va partir en quelques minutes, finalement. C'est Moi, c'est clair. quelque chose qu'on me dit, systématiquement, on me dit: «Mais c'est magique votre technique». Non, c'est pas magique, mais oui, C'est que des mouvements de liquide, là, en plus, en l'occurrence. voilà. Mm. Et du coup, beaucoup de personnes à l'heure actuelle cherchent à reprendre leur santé en main, et qu'est-ce que tu conseillerais finalement? Par où commencer sans se perdre? Parce qu'on a tellement de techniques, tellement de conseils, en plus à l'heure actuelle avec les réseaux sociaux, ben, voilà, on peut, trouver tout et n'importe quoi. Tu as parlé d'hygiénisme, mais concrètement, finalement, par quoi commencer? Alors, en, en travaillant un peu le podcast, cette question, elle m'a un peu chamboulé parce que c'est super complexe d'y répondre. Ça va dépendre de la problématique, de la motivation, du motif de la personne qu'on a en face de nous. Mais ce que je pourrais dire, c'est que déjà, dans un premier temps, c'est retrouver l'écoute de son corps. Je vais juste faire encore une fois un retour terrain. Il y a beaucoup de personnes qui montrent des marqueurs de stress et qui se disent pas stressés. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le rythme de vie qu'ils ont est OK. Et c'est des personnes qu'on va retrouver des années plus tard dans des phases de burn-out ou vraiment dans des phases d'épuisement chronique. Donc, je dirais, c'est d'écouter le ou la naturopathe quand vous le consultez, qui va normalement vous amener une pédagogie autour du ressenti. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses, la perte de cheveux, le teint, la température de vos extrémités, de vos mains, de vos pieds, votre digestion, votre temps de transit, votre endormissement, les réveils nocturnes, tous ces petits paramètres-là, rien que de se retrouver, de se mettre un peu plus à l'écoute de ça, ça va permettre je pense, de mieux comprendre déjà les réglages en hygiène de vie, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ça va permettre, je pense, de mettre en lumière les axes d'amélioration. Donc déjà, retrouver un peu d'écoute, quoi. Un peu d'écoute, et c'est se rendre compte que finalement, le sommeil n'est pas suffisant, c'est se rendre compte que l'alimentation, elle n'est pas digérée, elle n'apporte rien en termes d'énergie, c'est se rendre compte de relations toxiques, c'est se rendre compte de plein, 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 plein de choses. Donc ça serait mon premier conseil, c'est ça. Ensuite, euh, j'ai envie quand même de faire un lien avec la santé intestinale qui est très présente, voilà, qui a vraiment façonné toute la pratique naturo-hygiéniste, c'est la santé intestinale. Une fois qu'on est un petit peu plus à l'écoute de ses sensations, de ses ressentis, être à l'écoute de ses intestins et de récupérer le maximum d'informations sur une alimentation saine et adaptée pour son tube digestif. Donc mon deuxième conseil, ça serait être à l'écoute de ses intestins, euh, d'avoir le maximum d'informations sur l'alimentation, mais de pouvoir vraiment expérimenter et de s'écarter un petit peu de la théorie, voilà, pour trouver une digestion qui soit la plus fluide possible. Hein, c'est ça.
Moi, je leur dis souvent, encore une fois, moi, l'hygiène alimentaire, c'est mon dada et effectivement la santé digestive, souvent je vais leur donner beaucoup de conseils. Je leur dis: «Moi, je sais que en principe, ça va améliorer votre bien-être. Après, on est tous différents et peut-être que, ce qui va marcher, pour moi, va peut-être pas forcément marcher pour vous». Même si on a a priori, les mêmes problématiques et c'est effectivement de tester, d'observer, vraiment, écouter son corps, comme tu viens de le dire, être plus conscient finalement, de son corps, de ses ressentis internes, externes. Toujours pareil, les pensées, les émotions, comment, finalement notre santé intestinale va être liée à notre santé émotionnelle, à notre santé mentale. Donc oui, clairement, Et puis, écouter. et je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, tu vois, ça va dans le sens où ce que je t'évoquais, l'importance du ressenti et du tube digestif. Euh, En fait, là, sans le dire, on parle des deux causes principales de la maladie, c'est la tête et le ventre, hein. Je pense que dans ton cursus, tu as dû apprendre ça assez rapidement. Voilà, c'était ce qu'on évoque dans les formations naturaux. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les gens ont accès à l'information quand même aujourd'hui. Et donc, ce que je t'évoque sur l'hygiène alimentaire, se renseigner sur les bons, les mauvais aliments, tout ça, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont accès à cette information-là beaucoup plus rapidement et même sur des sources de quali hein, qu'avant. Mais ils sont perdus. Et c'est à ce Oui, parce que moment-là, c'est contradictoire souvent, excuse-moi de te couper, parce que bien souvent, il y a des informations contradictoires. ouais, Heu, ouais, je suis d'accord, dans les formes de. Enfin, bien sûr, ouais, entre la cuisson, pas cuisson, entre des du fibres, des poivre protéines. noir avec le curcuma, est-ce que je mets du poivre noir, pas du poivre noir? Moi, je leur dis: «Attention, si vous venez me voir parce que vous avez des problèmes d'intestin, il n'y aura pas de poivre noir. Même Mm. si ça augmente la biodisponibilité, bah, je préfère avoir, une absorption à 20 mais au moins ce sera efficace que vous avez, ils n'auraient pas les effets secondaires du poivre noir». Mais bien sûr, c'est ça, Mmh. s'écarter de la théorie. Et s'écarter de la Ouais. théorie, pour trouver sa ligne de route, sa ligne de conduite, pour moi, c'est la consultation qui permet ça. Parce que du coup, il va y avoir un recul sur une situation, sur une personne, et ce recul-là, ça va vous permettre de mieux vous connaître et d'adapter tous ces changements. Donc, et je Super et sens ça que fait les gens ont écho besoin de cette structure-là, de plus en plus. ça fait écho avec la discussion qu'on avait avec Solène lors, de l'épisode précédent du podcast, aussi sur, ben, la place de l'IA maintenant, dans Mm. la santé et le bien-être. Et finalement, notre rôle en tant que naturopathe ou en tant que professionnel accompagnant, euh, qu'est-ce qu'on apporte de plus finalement que l'intelligence artificielle? Ouais, bah, cette nuance et Ouais. le contact humain-humain. On va passer à un autre aspect de ton exercice. Tu travailles aussi avec l'approche développée par Symphonate, basée sur le principe de la permasanté. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui te parle dans cette démarche et peut-être détailler un peu plus ce qu'est la permasanté? Ouais, alors là, effectivement, j'ai une petite partie de mon activité qui est en collaboration avec le laboratoire Symphonate, un laboratoire donc, français en Occitanie, sur le secteur de Toulouse. Et je me suis rapproché du laboratoire Symphonate parce que euh, déjà, on m'avait évoqué ce nom de laboratoire quand j'étais encore en formation. Et puis, à la lecture de Daniel Kieffer, hein, donc ancien directeur de l'école Senato, un bouquin qui s'appelle La revitalisation naturelle. Il en parlait notamment sur la clamate. Bref, c'est comme ça que je les ai connus. Et ce que j'ai aimé, en fait, dans leur concept, c'est que ça touchait un petit peu quelque part, ça peut être paradoxal, un peu, euh, un peu à l'hygiénisme dans le sens où, en hygiénisme, on considère que un aliment a un totem, a une matrice qui fait que ça peut pas être égalé par un laboratoire de compléments alimentaires. Il va répondre aux besoins de la vitamine C, du magnésium, quand il pousse à la bonne saison, dans la bonne terre, etc. Et j'ai trouvé que le travail de Symphonate sur ce qu'ils appellent la plus petite dose efficace, la PPDE, euh, c'était donc du coup le travail du laboratoire d'apporter quelque chose en micronutrition, mais de respecter aussi un petit peu l'équilibre physiologique et ne pas
venir en apportant une bombe micronutritionnelle parce que ça pouvait avoir des répercussions, notamment sur des cofacteurs. Voilà, après, on rentre dans des choses ultra techniques, mais j'ai aimé cette approche douce, quelque part, de la supplémentation. Ça m'a fait écho aussi aux valeurs de la naturopathie que j'évoquais. Et puis, il y a une démarche écologique qui s'inscrit aussi dans les valeurs de la naturopathie, où ils vont aller chercher au maximum des produits, des matières premières avec le moins d'empreinte carbone, voilà, pour respecter au maximum l'environnement et intégrer du coup toutes ces démarches dans un écosystème. C'est des choses qui m'ont plu. OK, super. Hem et effectivement, nous, dans notre pratique, il faut qu'on fasse toujours attention à pas, sur-recommander les compléments alimentaires. Encore une fois, on va plutôt avoir une approche hygiéniste que et les compléments alimentaires, ça va plutôt être, en soutien et de façon, plutôt Oui, transitoire. Maintenant, bien souvent, les personnes, avant de venir nous voir, elles ont un peu tendance à essayer des compléments alimentaires, soit en demandant conseil, à des professionnels de santé, soit en regardant sur internet, soit en demandant à des amis, à leurs voisines ou autres. Mais finalement, comment éviter l'automédication selon toi avec les compléments alimentaires aujourd'hui? bah, la consultation, hein. La consultation, pour moi, c'est le mais parce qu'en fait, les gens n'ont pas le temps de se poser la question, est-ce qu'il y a une interaction avec un traitement que je suis déjà en train de prendre? Est-ce que, à l'instant T dans ma vie, c'est en phase avec, ce que j'ai besoin? Est-ce qu'il y a une pathologie en face qui peut, le complément peut venir interférer? Enfin, c'est vraiment loin d'être anodin et les gens n'ont pas le temps et du coup aussi la formation, de se pencher sur ces questions-là. Donc ils vont très souvent, peut-être avoir un conseil en pharmacie, parapharmacie, que je ne remets pas en question, mais des fois, qui peut être limité dans le temps et qui ne va peut-être pas prendre en considération, encore une fois, d'un point de vue holistique, la santé de la personne. Ouais. Je pense que rien que la consultation, ça permet de laisser ce travail-là de recherche au naturopathe. Et le naturopathe, ou la naturopathe, pardon, il va prendre le temps de connaître les traitements médicaux, d'aller approfondir cette notion d'interaction entre la plante, le complément, le traitement, pour éviter voilà, toute erreur, Et quoi. f et faire le meilleur conseil, parce que toi, c'est, là encore les synchronicités. Cette semaine, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai été contactée à 2 reprises au téléphone par des personnes qui souhaitaient des conseils par rapport à, des conseils phyto, en disant: «Ben, j'avais l'habitude de prendre tel produit, maintenant est-ce que la dose est toujours adaptée ou est-ce que, bah, là mon médecin il est plus en exercice et je me rappelle pas de la posologie». Bah, en Mmh. fait, à chaque fois j'explique, que, bah, déjà c'est en dehors des clous, de notre exercice, légal. Mais surtout nous en tant que naturopathes, on a besoin de faire ce bilan, de comprendre le terrain de la personne, on a besoin de comprendre, bah, tout ce qu'on a évoqué précédemment, et peut-être que, la plante ou le complément alimentaire auquel ils pensaient initialement, bah, c'est peut-être pas ce qu'il leur faut là maintenant. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais souvent, mais ça, c'est un peu la problématique de notre métier, c'est que des fois, quand on dit à son entourage, ça y est, je suis formé, je suis en train de me former à la naturopathie, vont arriver le lot des questions, du tata, de la tata, du tonton, «J'ai un petit bobo, est-ce que tu as pas une plante, un truc?» On rentre des fois dans cette dynamique-là, hein. Moi, je l'ai fait, Oui, hein. Mon entourage, je dis: «Bah oui, il y a ça, il y a ça». Voilà, on monte un peu en expérience aussi là-dedans, mais pour moi, effectivement, c'est bancal parce que encore une fois, un médecin serait dans un repas de famille, il évoquerait pas un traitement, voilà, il dirait: «Bah, viens consulter» et puis je trouve ce qu'il faut, quoi et bah, ça devrait être pareil pour nous. Sauf que vu que nos anamnèses, prennent du temps, bah, c'est 1 heure et demie de temps, on s'assoit et on balaye tout, quoi. et oui. Alors que là, on veut une réponse immédiate finalement. Ouais, mais ça veut aussi dire beaucoup. Ça veut dire aussi que mais c'est pas simple, c'est pas simple de mettre en place les conseils naturopathiques parce que ça touche au fond, ça touche à l'intime, que ça soit l'alimentation, que ça soit la sédentarité, ça touche vraiment à des voilà, une responsabilité et du coup, effectivement, c'est beaucoup plus simple souvent de voilà, d'avoir
la petite pilule miracle, qu'elle soit chimique ou naturelle d'ailleurs. Et puis par contre, il y a une voie entre les deux, je trouve, parce que ça peut être aussi une manière de s'intéresser à l'alimentation. Moi, j'utilise beaucoup les super aliments. Les super aliments, le pollen frais, le pollen sec, les algues fraîches, les aromates fraîches. Et ben en fait, ça, on est quand même un peu plus, tranquille sur les contre-indications, les interactions, parce qu'on reste quand même sur de l'aliment. Donc encore une fois, avec une matrice nutritionnelle assez large. Assez Même s'il y a des choses qu'il faut complexe. faire attention, Il y a mais des doses finalement qui sont quand même plus petites parce qu'avant de consommer, avant d'avoir des effets bien souvent, faut quand même en consommer, hein. ouais, ouais, Enfin, je parle totalement d'effets, d'accord. effets indésirables. Mais c'est une bonne transition je trouve, sur, avec la question suivante qui est, finalement les motifs de consultation les plus fréquents que toi tu vas observer. Ce que j'ai le plus souvent vu en cabinet, ça reste les troubles digestifs quand même. Ouais, en numéro un. En numéro un, les... le lot des gaz, ballonnement, constipation, remontée acide, sans que ça soit dans le cadre pathologique, hein, ça m'est arrivé quand même souvent. Donc, beaucoup de gens sont venus en fait avec ces signaux d'alerte. Donc tant mieux, parce que c'est vraiment entièrement le domaine de la nature. Et Tout puis, à fait. pardon? Non, j'allais dire, pardon, tout à fait. Ce que j'allais dire, c'est que sinon, si les personnes viennent moi, ce que j'ai constaté, c'est que si les personnes ne viennent pas pour des troubles digestifs, bah, justement, au cours, de la conversation, on se rend compte que, ben, non, la digestion, elle est pas oufissime, en fait. Mm. Qu'ils se rendent pas forcément compte qu'ils sont constipés. «Ah, ah oui, oui, moi je vais à la selle, enfin, ma selle est OK. Vous y allez tous les jours?» «Non». «Ah?» Et là, tu sors l'échelle de Bristol et là, tu fais: «Ah bah oui, bah là, il y a de la constipation, en fait», ou il va y avoir des alternances, constipation-diarrhée, ou effectivement, il va y avoir, des reflux. Mais en fait, ils vont pas forcément le conscientiser, au moment de la prise, du rendez-vous. Ils viennent pour Mm. autre chose. Mais tu sais, Céline, dans les formations, on évoque un peu souvent qu'en fait, les motifs de consultation, les gens que tu vas avoir, ont une certaine, ça amène un certain reflet par rapport à qui t'es, tes problématiques et tes zones d'ombre. Je suis un peu le contre-exemple de ça, c'est qu'en fait, j'ai eu du mal je dis pas que ça m'arrive pas, hein, mais je dis juste qu'en fait, j'ai eu des hommes, des femmes, j'ai eu vraiment des motifs, enfin, j'ai eu tout, quoi. Euh, et aussi, c'est peut-être le fait que j'ai pas de spécialité particulière. Peut-être que les gens viennent du coup avec, voilà, je dirais en numéro un les troubles digestifs, mais après, j'ai eu du mal à placer les troubles ostéo-articulaires, les petites dépressions saisonnières. Voilà, ça a été compliqué, j'ai eu vraiment de tout. Mais en numéro un, je dirais les troubles digestifs. Je pense que ça dépend aussi où est-ce que tu exerces. Peut-être qu'en ville, tu vas être plus facilement spécialisé, parce qu'aussi il y a beaucoup plus de professionnels, plus de naturopathes, au kilomètre carré, on va dire. Moi, je suis en zone plutôt rurale et les gens, ils viennent te voir pour des raisons très variées, finalement. En plus, je suis au sein d'un pôle santé, donc forcément, pas mal de mes collègues vont, me recommander. Donc c'est aussi, ça va être effectivement pour les problèmes ostéo-articulaires, ça va être pour, des problèmes qui sont plus, liés au TND ou autres. Mais effectivement, moi, comme toi, je suis quand même plus sur, la composante troubles digestifs, déjà par intérêt parce que je suis persuadée que, on est ce qu'on digère, pas forcément ce qu'on mange, mais ce qu'on digère. Mm. Qu'on et comme tu l'as dit, hein, on attire aussi, à soi certains certains clients. C'est un profil, ouais. Heu, mais finalement, même si encore une fois, ça peut être bien plus large en termes de voilà, d'autres systèmes impactés. Bien souvent quand même, le système digestif, il revient sur le tapis quand même. Ouais, 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 non, mais oui, je suis totalement. Puis après, il y a des vagues comme ça, où un jour, j'avais reçu un jeune qui avait une problématique autour du foie, son foie s'était amélioré et le stand de radiographie était un petit peu étonné que bah, voilà, le foie était désinfiltré de sa graisse. Et donc, j'ai eu plein de gens envoyés de ce centre de radiographie. Donc, c'est aussi des vagues comme ça qui arrivent dans le Tout à parcours. fait.
Hem, un peu différent comme question, mais quelles erreurs les plus courantes, peut-être, tu observes aussi en santé naturelle? Hem, non, bah, c'est souvent le décalage entre je pensais que je mangeais bien et en fait, pas tant que ça parce que tous les signaux montrent que la digestion était problématique et que en fait, bon, après c'est vraiment, naturopathique, mais dans l'idée, en fait, c'est que quand des fois les intestins, le foie est surchargé, heu et ben, en fait, on va avoir des émonctoires relais qui vont prendre l'évacuation des toxines et donc du coup, je ramène toujours à la digestion en disant: «Bah, voilà, le problème de peau, vient de peut-être d'une santé intestinale à retravailler et donc c'est en partant de ce voilà, de cet angle-là que finalement on retravaille très souvent l'alimentation. Il y a ce décalage entre je pensais bien manger et en fait l'alimentation que j'ai, elle n'est pas adaptée pour moi. Sans qu'il y ait réellement des fois de grosses constipations ou de douleurs, hein, mais c'est juste avec la logique naturopathique d'étudier les autres émonctoires, on se dit: «Ah, là, il y a un émonctoire, la peau, elle a pris le relais sur le foie et les intestins», par exemple, dans l'évacuation des toxines. Et puis, il y a en second et ça, je trouve quand même de plus en plus, tu me diras, mais encore une fois, avec la théorie de l'intelligence artificielle des réseaux, eh bien, il y a beaucoup de gens qui appliquent la théorie, sans la caler à leur personne, à leur mode de digestif, voilà, qui est propre à elle-même, quoi. Donc je ressens souvent ça. Hem, donc des fois trop de fibres, voilà. Si je peux te donner un exemple précis, j'ai Voilà, ouais, beaucoup de personnes qui appliquent la théorie avec, des crucifères, des choux, des crudités et en fait, waouh, ça irrite les intestins, quoi. c'est ça. Moi hier, typiquement hier soir, j'ai eu une personne en consultation, mais voilà, 1er bilan, heu, souhaite perte, de poids. Elle me dit: «J'ai déjà fait un travail de rééquilibrage alimentaire, en amont». Mais en fait, quand tu creuses, elle mange que des légumes. Mmh, Bah oui, elle a pas d'énergie, oui, elle a pas le moral, oui, bah, ça s'explique. Donc c'est aussi notre rôle de lui expliquer ça. Moi, l'autre erreur fréquente que j'observe, c'est, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes du podcast, mais c'est peut-être la mauvaise utilisation des huiles essentielles. ah! Ah oui. Ah, Ouais, je l'ai ça jamais vu ça, un peu c'est tout vrai. ouais, en tu veux dire en trop grosse quantité ou? Trop grande quantité ou, tout passer par l'oral ou, pas faire de fenêtre Mmh, thérapeutique ou, hem, une mauvaise qualité aussi d'huile essentielle, hein, rien que ça, faut faire mmh, super gaffe ou pas forcément celle qui va être adaptée, attention aux allergies, tout ça. Avec les enfants aussi: «Ah bah, j'en ai donné aussi aux enfants». Bah, oui, c'est pas dans ce cas-là. Être super vigilant, avec les huiles essentielles. Naturel veut pas dire sans danger. Je le répète à chaque fois, mais mmh. Non, après, il y a aussi, ouais, il y a, voilà, il y a ce qui touche vraiment au rythme de vie, quoi. Le mmh, décalage entre l'énergie dépensée dans mmh, tout et l'énergie qu'on récupère. Donc le décalage entre les nuits de sommeil qui sont pas assez grandes, pas assez qualitatives et voilà, mais ça, c'est compliqué parce que encore une fois, on touche à des dynamiques très personnelles, dans un système qui est bien mis en place, où on doit être productif et cetera. En fait, faut mettre le doigt dessus quand même des fois. Sur là, en fait, non, il y a trop ouais, de ça va trop vite pour vous, ça va trop vite pour vous. Il y a de l'irritabilité qui s'installe, il y a des marqueurs vitaux qui commencent à être touchés. Donc donc cette erreur-là aussi, hem, ouais, elle est à noter, hein, elle est à noter. ouais. Et du coup, toi, dans ton quotidien, j'imagine que tu en as intégré plein et que pareil, quand tu as préparé le podcast, tu t'es dit: «Bah mince, finalement, c'est quoi le ce que je fais, ce qui fait la différence?» Mais, ma question, c'est quels rituels naturaux tu as intégrés dans ton quotidien et qui fait vraiment la différence sur ton bien-être? Alors, avant, moi, j'étais vraiment sportif, sur, les courses de demi-fond, marathon, trail et avec, la connaissance un peu de mon tempérament hippocratique et naturopathique, je me suis rendu compte que les activités physiques d'endurance longues me faisaient maigrir
et m'épuisait en fait le système nerveux. Et donc, j'ai découvert la musculation, simplement, encore une fois, en me rapprochant des fondamentaux avec la gymnastique des organes. Donc ça, c'est quelque chose que je mets en place. Je te jure que c'est vrai, Céline, tous les jours, j'ai ma paire Tous les jours, tu y d'haltères. arrives? Super. Ouais, ouais, mais Ouais, 15-20 minutes, hein, 15-20 minutes, ouais. sauf le dimanche où c'est un jour de repos. Mais la musculation, pour moi, elle a été importante parce elle m'a, elle m'a amélioré mes troubles inflammatoires ostéo-articulaires de l'épaule gauche. Je n'ai plus aucune douleur de l'épaule gauche par la musculation que j'ai fait autour de l'épaule. Donc ça a été un peu un game changer, on va dire, dans mon quotidien. Euh, et puis, et puis, ce que je fais maintenant depuis quelques années, c'est voilà, j'ai ouvert la voie de la spiritualité dans ma pratique naturo. Et donc tous les matins, j'ouvre la fenêtre et après quelques échauffements, je mets mes mains en prière et je remercie la Pachamama, la nature, d'harmoniser tous les projets, que ça soit en passant par des choses bien, un peu moins bien, voilà, toutes les voies qui s'offrent à moi, je les remercie. Et voilà, ça, je trouve que ça m'a aidé parce que ça me permet, après cette petite méditation, un peu introspection, je fais une très très grande inspiration et je sens en partant là, de mon bulbe encéphalo-rachidien derrière ma tête plein de frissons. J'ai l'impression d'animer un peu tous mes systèmes organiques. Et voilà, mais ça c'est vraiment que pour t'en citer deux parce que comme tu dis, en vrai on n'est pas parfait, mais je pense on essaie de constituer plein de petits outils au quotidien euh, pour optimiser sa santé. Merci, c'est super inspirant. Effectivement, le pouvoir de la gratitude, on sous-estime, mais il est juste immense. Et le mouvement, oui, la musculation, c'est clair et c'est d'autant plus pour nous les femmes, hein, c'est aussi encore Ouais, un autre sujet, mais là encore, qui a été trop négligé pendant, de nombreuses décennies. Maintenant, on y revient, heureusement. Moi, c'est vrai. c'était je reviens toujours à la nourriture, mais c'était l'hygiène alimentaire, hein. Changer, mon alimentation pour qu'elle soit plus adaptée. Moi, j'ai des problèmes intestinaux, ben oui, il y avait trop de fibres, effectivement, Mm. et ben, c'est de revenir à une alimentation plus adaptée, moins irritante et ça va mieux. Mais Quand ouais, les hein. intestins vont mieux, ben, le reste va mieux. Mais j'invite les gens à lire, bon, c'est des bouquins qui datent un petit peu, mais pour vous montrer en fait la quantité de fibres euh, Mmh. et leur impact en fait sur Je dis pas de les enlever, hein, parce que ça serait faire de la marche arrière Oui, un peu anti-naturelle, c'est pas ça, mais le truc c'est de trouver sa quantité. Et donc Paul Carton dans ses ouvrages, mais dans tous ses ouvrages, une fois qu'il avait assaini un petit peu les intestins par l'intermédiaire de techniques diététiques, un petit peu de jeûne, un peu de monodiète, etc., il réintroduisait les fibres, mais à des quantités qui vont vous choquer, mais c'est par exemple la moitié d'une cuillère à soupe ou qu'une cuillère mmh. à soupe. Et en fait, il avait déjà mis le doigt sur l'effet dose dépendante sur les troubles digestifs. Et on le voit notamment sur les FODMAP, donc les fibres qui vont fermenter. Il y a 3 colonnes. Les aliments très riches en FODMAP, les aliments riches en FODMAP qui peuvent créer des ballonnements à partir d'une certaine quantité. Et là, dans cette colonne-là, on se rapproche un peu même des travaux de Paul Carton. Donc, ouais, j'invite les personnes qui nous ont écoutés à lire. C'est assez beau comme déjà à l'époque. Ça fait écho du coup à aujourd'hui une université qui est en Australie, la Monash Université pour les FODMAP, Oui, qu'on fait des travaux. Encore une fois, voilà le lien entre ce que les anciens savaient et aujourd'hui ce qu'on met en pratique dans des approches vraiment thérapeutiques aujourd'hui pour le régime sans ouais. FODMAP. OK, super. On pourrait en parler pendant des heures, hein. Pour avancer, selon toi, comment justement va évoluer notre rapport à la santé dans les prochaines années? Eh bien, on va se diriger de plus en plus, je pense, vers la connexion corps-esprit, où on voit notre monde matérialiste à ses limites et les gens je trouve, ont de plus en plus conscience de ça, qu'on ne peut pas dissocier un organe d'un autre, qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Donc maintenant qu'on a toute une théorie qui s'argumente, qui se documente sur la partie corps physique, on voit apparaître de plus en plus d'études au niveau des neurosciences sur l'impact du système nerveux, sur les maladies auto-immunes. Gabor Maté a fait énormément de découvertes là-dessus. Et je pense que ça, il va y avoir une prise de conscience de ne plus dissocier le corps et l'esprit. Parce que ça, c'est un chemin de pensée
qui est entretenue depuis de nombreuses années en Occident, à la dissociation de corps et d'esprit. Et pour moi, c'est elle qui crée les déséquilibres aussi. Ouais. Et de plus en plus, on va aller, je pense, vers cette cohésion-là, hein, des deux. Je C'est l'espère. chouette parce que finalement, il y a encore peut-être quelques années, quelques décennies, quand on parlait de ça, on pouvait passer pour un illuminé finalement. Bien sûr, bien sûr. Mais les gens ne sont pas dupes, hein. Les gens ne sont pas Ouais. dupes. Ils se rendent bien compte. Ils ont fait des choses sur le corps physique, ils ont utilisé tel ou tel complément. Ça marche, mais ça ne marche pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Donc il y a toute une partie là qui n'a pas été creusée et qui devra être creusée. C'est effectivement le conscient, l'inconscient, pour faire le lien entre les deux, entre l'esprit et le corps physique. Ouais. Et du coup, donc ça, c'était à l'échelle de l'évolution du rapport à la santé, mais comment toi, tu vois l'évolution de la profession de naturopathe? Et du coup, qu'est-ce que tu vas conseiller aux personnes qui souhaitent s'orienter vers ce beau métier? Euh, mais en fait, je la vois avancer un peu dans deux directions. Et je ne sais pas, je ne sais pas laquelle sera la meilleure, mais je la vois avancer entre des personnes qui veulent, qui considèrent qu'il y a toute une zone un peu empirique qui restera en fait empirique parce qu'elle ne peut pas être étudiée par la science, mais ne pas occulter ce que la science nous amène comme découverte et l'association des deux. Mais je vois aussi une naturopathie que j'appelle un peu hors sol qui naît dans la direction uniquement de valider à chaque fois toutes les techniques par la science. Donc je la vois avancer dans ces deux directions en vrai. J'espère en fait que ces directions se rapprochent, mais, euh, mais c'est ce que je ressens. Il y a des gens qui ne, voilà, dans les fédérations, je vois bien, qui se disent mais oui, nous, on ne veut, voilà, on veut pas être reconnu par la science, c'est autre chose, c'est l'holistique, il y a le vitalisme aussi, il y a tout ça. Il y a des gens qui disent non, si on veut être crédible, il faut que ça soit validé scientifiquement. Donc ça sonne un petit peu l'hondo et je trouve qu'au milieu, il y a tout un terrain d'entente à avoir. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je communique. Il faut faire le lien entre les deux. À cette deuxième orientation, on voit aussi de plus en plus de professionnels de santé, dont j'en fais partie, de base, qui s'orientent vers la naturopathie. Parce que justement, à un moment donné, il leur manque quelque chose dans leur pratique, cette Mm. fameuse connexion corps-esprit, entre autres, et aussi l'interconnexion des systèmes et autres. Moi, je suis la première à dire que quand j'ai fait pharma, ben, j'ai jamais percuté sur cette fameuse interconnexion des systèmes et sur le corps-esprit Mm. et les émotions. Enfin, c'était vraiment un organe ou une pathologie, un trouble, mais c'est très isolé, une vision hyper focus finalement. Que là, Mm. avec la naturopathie, on a quelque chose de beaucoup plus large et de plus en plus finalement de professionnels de santé vont acquérir cette compétence via la naturopathie. Ouais, je comprends, je comprends. Après, pour le devenir de la naturopathie, je suis très présent avec l'association nationale, l'OMNES. Donc, je ne sais pas où on en est vraiment sur la reconnaissance du métier. Je ne sais pas. C'est une zone d'ombre encore pour moi. Je ne sais Ouais, pas. Il y a une norme AFNOR qui va sortir, voilà, pour le ouais. côté quali hein, du métier, un référencement qualité. Sur la reconnaissance, je ne sais pas. J'espère qu'en passant par des centres intégratifs, en complétant un peu plus la médecine conventionnelle, peut-être, mais je ne sais pas. Je ne sais pas encore y répondre à ça. Le temps nous le dira. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, avant de conclure, où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver, ou en apprendre davantage sur tes services, toutes tes prestations? Alors sur Facebook et sur Instagram, mon compte c'est Institut Xavier Audebert, ou que ça soit pour des formations, et puis même enfin, je poste beaucoup sur tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, les fondamentaux de la pratique, l'hygiénisme. Et puis sinon, simplement sur Google, hein, Xavier Audebert, je suis présent, et sur Resalib pour la plateforme de prise de rendez-vous. Je mettrai le lien vers tes réseaux sur le descriptif de l'épisode. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup Xavier, c'était Merci super à toi pour cette intéressant. Si je invitation. m'écoutais, on continuerait encore pendant au moins 2 heures, je Ouais, pense, c'est on trop resterait passionnant. branché toute la journée, ouais. Voilà.
Merci beaucoup. J'espère que, chers auditeurs, que l'épisode vous a plu aussi. Si j'ai noté des mots-clés au cours de l'épisode, mais il y en aura tellement d'autres. Il y avait effectivement la complexité, l'holisme, le temps d'écoute, l'hygiénisme, bien évidemment, la responsabilité aussi des personnes qui viennent nous consulter, le causalisme, la relation effectivement corps-esprit, le totem alimentaire aussi, c'est quelque chose peut-être que je pourrais couvrir un peu plus dans un autre épisode. La pédagogie, les super aliments, les fibres aussi, entre autres sujets qui ont été abordés. Donc, j'essaierai peut-être de faire un résumé ou pas en conclusion de l'épisode, mais en tout cas, encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi, Céline, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés.